Merci, messieurs les modérateurs, honorable assistance. Je tiens encore une fois à remercier le Forum national des médecins et la Société marocaine des maladies de l'appareil digestif de leur invitation. Je remercie également les laboratoires MC Pharma de nous avoir permis la réalisation de ce symposium. Alors, on m'a demandé de traiter les inhibiteurs de la pompe à protons. S'il vous plaît, un peu de calme. Alors, je demande un peu de silence au niveau de la salle, s'il vous plaît. Alors, l'arrivée des inhibiteurs de la pompe à protons en 1987 a détrôné les anciennes molécules qui bloquaient la sécrétion acide, notamment les anti-H2, les antiacides et les topiques anti-ulcéreux qui sont représentés par les antiacides et les alginates. Alors, les inhibiteurs de la pompe à protons sont caractérisés par une grande efficacité et la sécurité d'emploi, comme je vais essayer de vous montrer durant ma présentation. Alors, ils représentent également une des classes thérapeutiques les plus prescrites, que ce soit par les médecins généralistes ou les médecins spécialistes également. Et ce sont des médicaments qui agissent en inhibant la sécrétion acide chlorhydrique gastrique. Alors, il faut savoir que 5 molécules disponibles existent sur le marché marocain. Alors, sur le plan épidémiologique, pour vous montrer cette prescription très importante, pour vous dire qu'en France représente le deuxième pays européen en matière de consommation des inhibiteurs de la pompe à protons, avec 22 comprimés par an et par habitant. Il vient derrière l'Espagne avec 29 comprimés par an et par habitant. Alors, quand on voit les États-Unis, on voit que la consommation entre 1999 et 2012, elle a pratiquement doublé. Alors, concernant la prescription des inhibiteurs de la pompe à protons, il faut savoir que 90% des prescriptions est une prescription qui est assurée par les médecins généralistes. Alors, les gastro-entérologues et les rhumatologues viennent respectivement en deuxième et en troisième position. Alors, 60%, et c'est très important, et c'est ce que je vais essayer de vous convaincre durant cette présentation en vous montrant les bonnes indications de prescription des inhibiteurs de la pompe à protons, que 60% des prescriptions, malheureusement, sont hors autorisation de mise sur le marché. Et il n'y a pas de respect des indications AMM des inhibiteurs de la pompe à protons chez 7% des prescriptions des gastro-entérologues et 2% des prescriptions des rhumatologues. Alors ici, dans une étude suisse, vous voyez que l'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons a pratiquement triplé entre l'année 2000 et l'année 2008. Alors, en milieu hospitalier, des études ont été réalisées et qui ont montré que 30 à 60% des patients durant leur hospitalisation ont eu l'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons, dont 16 à 40% qui sont conformes aux indications, mais vous voyez à peu près 50% de ces prescriptions des inhibiteurs de la pompe à protons, l'indication n'était pas connue. Alors, 30 à 50% des ordonnances de sortie des patients hospitalisés comprennent des inhibiteurs de la pompe à protons et cette prescription a été prolongée par le médecin traitant durant les consultations. Alors, il y a peu d'études qui ont étudié la coprescription des inhibiteurs de la pompe à protons. Alors ici, c'est une étude qui a montré que 16% des patients hospitalisés, la prescription d'inhibiteurs de la pompe à protons n'a pas été proposée malgré une indication formelle qui se posait. Alors, une autre étude qui a étudié l'hémorragie digestive haute chez des patients qui étaient sous anti-inflammatoires non stéroïdiens ou aspirine,
ou qui ont un antécédent d'ulcère gastro-duodénal et hémorragique, et uniquement 13,5% de ces patients recevaient un traitement préventif de l'inhibiteur de la pompe à protons. Alors ici, une étude observationnelle réalisée dans un hôpital général en France qui a montré que les prescriptions étaient conformes dans 42% des cas, avec une prise matinale à jeun comme ce qui est préconisé. Vous voyez uniquement dans 52% des cas, à peu près la moitié des cas, et des posologies qui sont validées en fonction de l'indication dans 78% des cas, et des prescriptions par voie intraveineuse qui sont justifiées uniquement dans la moitié des cas. Et donc ceci pose le problème du bon usage des inhibiteurs de la pompe à protons et également le problème de ces nombres élevés de prescriptions inappropriées de ces inhibiteurs de la pompe à protons. Et donc, avant de prescrire un inhibiteur de la pompe à protons, bien sûr, il faut toujours évaluer la balance bénéfice-risque. Et cette balance bénéfice-risque, il faut bien sûr le respect des indications, comme je vais vous montrer. Il faut une adaptation de la posologie à la dose minimale efficace. Il ne faut pas donner des doses élevées non justifiées. La reconsidération du traitement à chaque prescription d'un inhibiteur de la pompe à protons. Et puis, il faut limiter la survenue d'effets indésirables. Et ceci ne peut être réalisé que par la prévention, la détection et la prise en charge précoce de ces effets indésirables. Alors ici, un petit rappel du mécanisme d'action des inhibiteurs de la pompe à protons pour dire que ces médicaments, ce sont des molécules inhibitrices de la sécrétion HCl dont la cible est la pompe à protons. Cette pompe à protons qui se situe au niveau du pôle apical des cellules pariétales gastriques. Et cette reprise de l'activité ATPase H+, K+, nécessite la synthèse de nouvelles pompes à protons, bien sûr, qui sont inhibées par les inhibiteurs de la pompe à protons. On sait que la demi-vie de renouvellement de ces molécules H+, K+, ATPase est de 18 à 24 heures. C'est pour ça qu'il faut préconiser une prise quotidienne le matin à jeun. On sait que les inhibiteurs de la pompe à protons sont de métabolisme hépatique, ils sont métabolisés au niveau du foie par l'intermédiaire du cytochrome P450, dont la plupart sont dépendants de l'isoenzyme CYP de C19, donc ce qui explique ces interactions médicamenteuses avec plusieurs molécules. Alors, différents types d'IPP, comme vous voyez ici, existent sur le marché marocain, les oméprazole, l'enzoprazole, l'oméprazole, le pantoprazole et le rabéprazole avec les pleines doses et la demi-dose. Et un élément très important, alors les études ont montré qu'aucune différence d'efficacité clinique et de tolérance n'existe entre ces différents inhibiteurs de la pompe à protons. Alors, quelles sont les indications de ces inhibiteurs de la pompe à protons? Alors, les indications sont essentiellement représentées par le traitement du reflux gastro-œsophagien, qu'il soit avec ou sans œsophagite, comme ce que j'ai essayé de vous expliquer hier durant mon atelier, la prévention des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens et la prévention également de ces lésions. Il faut savoir que ce traitement et ces préventions ne sont pas systématiques, mais il y a un certain nombre de facteurs ou des facteurs de risque qu'il faut rechercher avant de prescrire l'inhibiteur de la pompe à protons de manière systématique. Ces facteurs de risque sont représentés tout d'abord par l'âge supérieur à 65 ans, des antécédents d'ulcères gastriques ou d'ulcères duodénales, ou un traitement associé
tels que l'association d'anti-inflammatoires non stéroïdiens avec des antiagrégants plaquettaires ou des anticoagulants. Et puis d'autres indications, le traitement de l'ulcère gastro-duodénal, l'éradication de l'Helicobacter pylori et le syndrome de Zollinger-Ellison. Donc je vais essayer de passer en revue ces différentes indications. Et donc le reflux gastro-œsophagien, les objectifs du traitement bien sûr sont le contrôle des symptômes, la cicatrisation de l'œsophagite, la prévention des récidives et en cas d'endobrachiosophage, il faut limiter l'inflammation muqueuse, limiter son extension et réduire ce risque de dégénérescence. Alors ici, concernant le reflux gastro-œsophagien, il faut savoir que l'indication de l'IPP s'impose, que ce soit le reflux gastro-œsophagien associé à une œsophagite ou non associé à une œsophagite. Et en fonction de l'existence de l'œsophagite ou non, on peut préconiser la moitié dose ou la dose complète, comme on peut donner un traitement de 4 semaines ou prolonger le traitement jusqu'à 8 semaines. L'inhibiteur de la pompe à protons en matière de reflux gastro-œsophagien, il y a également l'indication dans le traitement d'entretien. Alors ici, rapidement, pour vous dire, ça je l'ai dit hier durant mon atelier, on peut traiter sans examen complémentaire un reflux gastro-œsophagien. Cependant, il y a des indications de la fibroscopie avant de démarrer un traitement, notamment l'âge de plus de 50 ans, un reflux gastro-œsophagien qui résiste à un traitement empirique ou bien quand il existe des signes d'alarme. Alors, il faut savoir qu'aucun inhibiteur de la pompe à protons n'a l'autorisation de mise sur le marché dans le traitement des manifestations extradigestives isolées liées au reflux gastro-œsophagien. Alors, qu'en est-il de la prévention des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Il faut savoir que les indications de la prévention par les inhibiteurs de la pompe à protons sont représentées par l'âge supérieur à 65 ans ou l'existence de facteurs de risque, notamment un antécédent d'ulcère gastro-duodénal, l'association à un traitement par l'aspirine à faible dose, clopidogrel, les corticoïdes ou l'anticoagulant. Et puis, en cas de traitement par AINS sur long cours, à ce moment-là, il faut rechercher cette infection à Helicobacter pylori et proposer un traitement d'éradication. Alors, tout d'abord, concernant la prévention des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, alors ici, vous avez les différentes molécules qui sont efficaces, notamment l'oméprazole, qui est préconisé à pleine dose jusqu'à la fin du traitement par les anti-inflammatoires non stéroïdiens quand c'est un traitement de courte durée. Alors l'anzoprazole, le pantoprazole, l'esoméprazole ont une indication, vous voyez, uniquement la moitié dose. Alors juste une petite précision, le rabéprazole n'a pas l'AMM dans cette indication. Alors en ce qui concerne le traitement des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'oméprazole peut être préconisé à pleine dose pendant 4 à 8 semaines pour traiter ces lésions induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'esoméprazole est préconisé moitié dose pendant la même période. Alors là également, le pantoprazole et le rabéprazole n'ont pas d'AMM dans cette indication. Alors, qu'en est-il du traitement de l'ulcère gastro-duodénal? Alors, je vais essayer au maximum de vous simplifier ce tableau. Donc, on est devant deux situations. Tout d'abord, un ulcère duodénal associé ou non à l'Helicobacter pylori. Alors, quand il est associé à l'Helicobacter pylori, un traitement d'éradication suffit pour traiter l'ulcère. Par contre, quand il n'est pas associé à l'Helicobacter pylori, il faut préconiser un traitement par les inhibiteurs de la pompe à protons, vous voyez, pendant une durée de 3 à 6 semaines. Alors, en ce qui concerne l'ulcère gastrique, quand il n'est pas associé à l'infection par l'Helicobacter pylori,
il faut préconiser un inhibiteur de la pompe à protons. On peut aller jusqu'à 8 semaines. Alors, quand il est associé à l'infection Helicobacter pylori, en plus du traitement de l'éradication par l'Helicobacter pylori, il faut prolonger le traitement par les inhibiteurs de la pompe à protons pendant 3 à 7 semaines. Alors, un élément très important, s'il vous plaît, que je vous demande de retenir, c'est qu'il ne faut pas oublier le contrôle endoscopique de la cicatrisation de l'ulcère. Alors, 2 cas. En cas d'ulcère duodénal compliqué, compliqué d'hémorragie digestive, il faut faire un contrôle endoscopique, mais surtout l'ulcère gastrique, même s'il y a la cicatrisation, il y a une amélioration clinique. N'hésitez pas à envoyer vos patients chez le gastro-entérologue pour la réalisation de la fibroscopie digestive haute, surtout pour guetter ce cancer gastrique sur l'ulcère gastrique. Alors, l'éradication d'Helicobacter pylori, je ne reviendrai pas là-dedans, puisqu'une conférence a été faite par professeur Samri présente ici. Tout ce que je précise, c'est que, bien sûr, l'inhibiteur de la pompe à protons est donné en 2 prises quotidiennes, le matin et le soir. Alors, pour les schémas d'éradication, on a 2 schémas possibles. Soit la quadrithérapie bismutée, mais malheureusement, c'est un médicament qui n'existe pas au Maroc et les malades doivent le procurer en France. Soit le traitement concomitant, bien sûr, qui associe l'inhibiteur de la pompe à protons en double dose, l'amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole pendant 14 jours. Et bien sûr, si nous avons commencé par la quadrithérapie par le traitement concomitant, s'il y a une résistance, à ce moment-là, le traitement de deuxième intention sera la quadrithérapie bismutée. Alors rapidement, le syndrome de Zollinger-Ellison, c'est une pathologie qui est rare, qui est caractérisée par des ulcères récidivants, caractérisée également par une hypergastrinémie. Et la posologie préconisée pour traiter cette pathologie, c'est un inhibiteur de la pompe à protons à double dose. Bien sûr, c'est un traitement au long cours, sauf quand on fait une ablation de la tumeur responsable. Alors, à côté de ces indications qui ont l'autorisation de mise sur le marché, il y a d'autres indications qui sont hors autorisation de mise sur le marché et que nous utilisons. Alors, tout d'abord, la prévention des lésions gastro-duodénales induites par l'aspirine, mais cette fois-ci, c'est l'aspirine à faible dose, uniquement inférieure à 300 mg par jour. On sait que l'aspirine, elle agit en entraînant une baisse de la production des prostaglandines, en inhibant la cyclooxygénase. C'est également un médicament qui agit par un effet toxique local, par l'altération du mucus, sans oublier son action également anti-agrégante. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'argument d'associer systématiquement un inhibiteur de la pompe à protons et l'aspirine à faible dose. Et également, il n'y a pas non plus d'argument d'associer l'aspirine à faible dose et anti-agrégant plaquettaire ou anticoagulant associé à un inhibiteur de la pompe à protons. Par contre, ce qui est recommandé, c'est d'associer un inhibiteur de la pompe à protons quand il y a un antécédent d'hémorragie digestive sous aspirine à faible dose. C'est un patient chez qui nous avons déjà prescrit cette aspirine moins de 300 mg par jour et qui a fait une hémorragie digestive. Donc, si nous avons à le represcrire, bien sûr, il faut donner un inhibiteur de la pompe à protons. Et puis, ne pas oublier de rechercher et de traiter une infection à Helicobacter pylori avant de donner cette aspirine à faible dose pendant une longue durée. Alors, en ce qui concerne la prise de corticoïdes, en fait, il n'y a pas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché d'associer systématiquement les inhibiteurs de la pompe à protons avec un traitement par corticoïdes de longue durée. Vous avez ici 2 méta-analyses qui ont intéressé plus de 6000 patients. Alors, la première étude, quoiqu'il est ancienne, il n'y a pas de surrisque significatif d'ulcère gastro-duodénal ni d'hémorragie digestive. Et dans la deuxième étude non plus, il n'y a pas de surrisque d'ulcération et d'hémorragie digestive. Et donc, ce qu'on peut retenir pour la prévention des lésions gastro-duodénales induites par les corticoïdes,
Alors, prophylaxie de l'ulcère gastro-duodénal, bien sûr, si une corticothérapie est prolongée chez des patients âgés de plus de 65 ans, un antécédent d'ulcère gastro-duodénal qui soit compliqué ou non, ou bien quand il y a une prescription de corticoïdes, mais qui est associée aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, aux antiagrégants plaquettaires ou aux anticoagulants. Alors, un petit mot concernant l'ulcère de stress. C'est un ulcère qui intéresse les patients qui sont opérés ou qui sont hospitalisés en unité de soins intensifs ou en réanimation. Alors, l'incidence est une incidence qui est inférieure à 2%. Et cet ulcère est dû à un déséquilibre entre les facteurs d'agression et les facteurs protecteurs. Donc, la prophylaxie des ulcères de stress également ne se fait pas de manière systématique. Vous avez des indications ici quand il y a des troubles de la coagulation, quand il y a une insuffisance rénale aiguë, un état de choc ou un coma neurologique. Cependant, la durée de prescription de ces inhibiteurs de la pompe à protons dans ce cas, la posologie et la voie d'administration non plus, il n'y a pas de quelque chose de consensuel. Alors rapidement, il faut savoir que les IPP également existent en intraveineux, alors surtout quand la voie orale n'est pas disponible ou bien quand il y a une hémorragie digestive haute ulcéreuse qui nécessite l'indication du traitement chirurgical, sans oublier que le relais par voie orale est réalisé à pleine dose. Alors surtout cette indication de la voie intraveineuse est réalisée en cas d'hémorragie digestive. Alors ici, vous avez la classification de Forrest que les gastro-entérologues utilisent une fois ils réalisent une endoscopie. Et cette classification, en fait, nous permet de dire est-ce qu'il faut associer à côté du traitement par les inhibiteurs de la pompe à protons. Parfois, il n'est pas suffisant. Est-ce qu'il faut associer un traitement endoscopique? Alors, à côté de ceci, bien sûr, il y a également des indications qui ne sont pas justifiées, qui sont représentées par la dyspepsie fonctionnelle, la prévention des lésions gastro-duodénales dues aux AINS dans le cadre d'affections aiguës en l'absence de facteurs de risque, ça je l'ai dit tout à l'heure, la prévention des lésions gastro-duodénales dues à l'aspirine à faible dose chez des patients non à risque, vous voyez, les indications ne sont pas justifiées. Dans le cadre de l'hypertension portale, on a le plus souvent la main facile de prescrire les inhibiteurs de la pompe à protons quand il y a la ligature de varices œsophagiennes ou bien chez des patients qui présentent des varices œsophagiennes ou qui présentent une gastropathie hypertensive. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'indication à l'inhibiteur de la pompe à protons. Et puis des traitements d'épreuve utilisés comme test diagnostique en cas de douleur abdominale aiguë. Alors, quelques mots concernant les effets indésirables des IPP. Alors, les IPP sont incriminés dans la survenue d'effets indésirables par deux mécanismes. Tout d'abord, par cette inhibition de la sécrétion d'HCl et puis par des effets extragastriques. Alors, il faut savoir, c'est que ces effets secondaires sont considérés comme bénins, sont plus fréquents généralement, réversibles à l'arrêt du traitement. Par contre, les effets secondaires plus sévères sont vraiment très rares. Alors ici, je vous ai présenté ces différents effets indésirables. Alors, ces effets indésirables sont représentés essentiellement par des effets infectieux, que ce soit une infection digestive, une infection pulmonaire, une infection également chez le sujet cirrhotique. Donc chez le sujet cirrhotique, il faut faire très attention quant à la prescription des inhibiteurs de la pompe à protons, surtout les cirrhotiques décompensés qui sont à un stade avancé. Alors, il y a également des risques osseux représentés par l'ostéoporose, fracture du col du fémur, fracture vertébrale, mais ces effets vraiment ne contre-indiquent pas l'utilisation, bien sûr, des inhibiteurs de la pompe à protons. Par contre, il faut prendre ces précautions si des patients à risque de présenter des fractures osseuses. Alors, il y a d'autres effets indésirables, les carences en vitamine B12, les carences en fer, l'hypomagnésémie, les carences en calcium. Mais ce sont des effets indésirables vraiment qui sont très rares. Les atteintes rénales sont représentées par la néphrite interstitielle aiguë, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance rénale
l'insuffisance rénale chronique terminale, mais cependant, ce sont des effets indésirables qui sont rares et qui ne nécessitent pas une surveillance régulière d'un bilan rénal chez un patient qui nécessite un traitement en long cours par les inhibiteurs de la pompe à proton. Alors, la colite microscopique, je rappelle, c'est une pathologie qui peut donner une diarrhée. Donc, chez un patient chez qui nous avons prescrit un inhibiteur de la pompe à proton et qui fait une diarrhée dans les 6 mois qui suivent la prescription, il faut penser à ce diagnostic, adresser le patient chez le gastro-entérologue pour la réalisation d'une coloscopie. Et bien sûr, on sait que la colite microscopique, même si la coloscopie est normale, bien sûr, il faut faire des biopsies pour le diagnostic. Alors, qu'en est-il des interactions médicamenteuses? Alors, il me reste quelques plaques et je finis. Donc, les inhibiteurs de la pompe à proton peuvent interagir avec d'autres médicaments, soit en modifiant leur absorption, soit en affectant leur métabolisme. Alors ici, vous avez les médicaments où l'absorption peut être diminuée, ou une diminution des concentrations plasmatiques, ou une augmentation des concentrations plasmatiques. Alors, je voudrais attirer votre attention quant à cette association de l'inhibiteur de la pompe à proton et le clopidogrel. Le clopidogrel, on peut se permettre de dire le nom commercial qui sont commercialisés sous le nom de Plavix. Alors, on sait que les inhibiteurs de la pompe à proton diminuent l'activité anti-agrégante plaquettaire et donc diminuent l'effet de ce médicament et qui risque de poser énormément de problèmes chez les patients cardiaques. Alors, il faut savoir que les oméprazole ne présentent pas de risque d'interaction avec le clopidogrel. Pourquoi? Parce que le métabolisme dépend d'autres isoenzymes que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, quand cette prescription est obligatoire d'association d'inhibiteurs de la pompe à proton et le clopidogrel, bien sûr, la prise d'inhibiteurs de la pompe à proton, c'est à prendre le matin, 15 à 30 minutes avant le petit déjeuner, et laisser la prise de clopidogrel plutôt le soir. Alors, il faut privilégier les oméprazoles puisqu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Et si on peut substituer le clopidogrel par un autre médicament, mais d'après mes connaissances, c'est un médicament qui n'existe pas au Maroc. Alors, donc, ce qu'on peut retenir de ma présentation aujourd'hui, c'est que les inhibiteurs de la pompe à proton représentent une classe thérapeutique efficace et sûre lorsque les indications sont respectées. Alors, l'efficacité et la bonne tolérance des inhibiteurs de la pompe à proton aboutissent souvent à une excellente adhésion des patients à leur traitement. 5 molécules existent sur le marché marocain. Et puis, vous avez vu que ces inhibiteurs de la pompe à proton, leur prescription est divisée en indications conformes aux autorisations de mise sur le marché, d'autres indications non conformes, et puis je vous ai montré des non-indications à la prescription des inhibiteurs de la pompe à proton. Alors, il est important de connaître les indications et les non-indications, les posologies, les durées du traitement, et ceci pour éviter ces prescriptions inutiles. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, professeur Haddad, professeur à l'Université Hassan II de Casablanca, membre de la SMAD, ainsi membre des médecins d'endoscope. Et je vous remercie infiniment pour cette charmante présentation. Et tous les membres du Forum du médecin du Maroc vous donnent un trophée par souvenir. Merci infiniment pour tous les présents et je vous remercie.